Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Hardware Time. Aujourd'hui, on va parler des écrans. De tout ce qu'il y a à savoir sur les écrans. Taille, ratio, résolution, les différents types de sync, G-Sync, FreeSync, ActiveSync, LEB-Sync, V-Sync et autres. Et évidemment, les dalles, c'est important. Le but du jeu est simple, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous compreniez quel écran, quel type d'écran répondra le plus à vos besoins. Ni plus, ni moins. Les écrans, il y en a toutes sortes, que de 150 à 1500, 2000, 3000 euros. Et je comprends qu'on soit rapidement perdu. Beaucoup d'éléments aujourd'hui à prendre en compte pour les écrans. Et donc je vais essayer de vous les expliquer un à un. Tout d'abord, commençons par la taille. Ça paraît simple, dit comme ça, mais la taille d'un écran a un impact majeur. Déjà, les tailles les plus petites aujourd'hui, les plus vendues, régulières en termes de technologie intéressantes, c'est le 24 pouces. En deux, vous avez bien sûr plein d'écrans, qui valent une petite centaine d'euros en dessous de 24 pouces, aux alentours de généralement des écrans de 22-23 pouces. Et là, cette taille-là est plus ou moins abandonnée, vous n'allez pas forcément avoir des dalles de super qualité ou une bonne fluidité, bref. Un bon écran pour le gaming, généralement, pour vous donner un petit peu une idée, un écran 24 pouces avec une bonne dalle, on y arrive, une bonne résolution, on y arrive, avec un ratio normal, se situera aux alentours des 200 euros. Les entrées de gamme, vous pouvez même les trouver à un truc sympa, au moins à 150 euros. Et voilà. Un écran 24 pouces, il va répondre en fait, généralement au gamer le plus classique, qui veut un écran pas trop grand, que ce soit parce qu'il aime pas avoir trop d'informations en termes de taille, où il y a les yeux, en fait, la tête qui bouge dans tous les sens pour aller voir, ou tout simplement, généralement, pour des besoins parfois un peu plus compétitifs. Par exemple, les joueurs de jeux compétitifs tels les FPS, donc type Battle Royale, ou des jeux comme Rocket League ou autres, vont préférer les écrans un peu plus petit, avec généralement une bien plus haute fréquence, en 1080p, 1920 par 1080 pixels, j'arrive aux résolutions juste après, pour jouer correctement. Après, vous allez juste avoir des gens qui veulent du 24 pouces de manière assez traditionnelle, parce que vous voyez, c'est pas trop grand, ça vous donne quand même une belle superficie d'écran, ça fait le taf. Ensuite, vous avez donc le 27 pouces. Le 27 pouces, c'est ce que moi, pour ma part, d'ailleurs, j'utilise. C'est un bon ratio. Généralement, là, on oublie toute forme de trucs trop compétitifs. On est là pour les gens qui veulent quand même bien se mettre dans leur jeu, avec le côté pépère. C'est-à-dire que généralement, ça va être des écrans qui sont parfaits pour des plus hautes résolutions. Vous voyez, autant en 24 pouces, il faut savoir que vous pouvez oublier généralement tout ce qui est au-delà de ce qu'on appelle la résolution Full HD, 1920 toujours par 1080 pixels. Donc le 1080p, en 24 pouces, ça n'existe pas au-delà, enfin, c'est en train de disparaître au fur et à mesure. Le 27 pouces, par contre, est parfait pour ça. La résolution après, c'est donc ce qu'on appelle le QHD, à savoir le 1440p, également appelé 2K. Et donc, c'est juste parfait, le 27 pouces pour ça. Vous avez une belle superficie à ce moment-là, et pour tous les joueurs de MMORPG, hack and slash, d'action RPG ou autre, c'est l'écran idéal, avec généralement un beau visuel, mais pas trop grand non plus. Vous voyez, c'est grand, mais vous n'allez pas être en mode vous éclatez les yeux en regardant votre écran. Maintenant, les tailles supérieures, ça va être plus compliqué. Toujours rester dans le ratio 16/9, vous allez avoir des écrans de 31,5-32 pouces. Je ne peux que vous les déconseiller. Et je vais vous dire pourquoi. Je sais qu'il y a des gens, certaines personnes, qui aiment bien avoir cet immense écran, parce que c'est vraiment très grand. Je rappelle que 32 pouces, il y a encore à peine une décennie, c'était la taille de nos télés. Alors, je sais, on évolue et tout avec son temps, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça ne veut pas dire plus grand, parce que on peut effectivement faire grandir la taille de nos écrans, mais la distance qui nous sépare de l'écran, généralement, reste la même. Sauf si on l'utilise un peu en mode comme une console de salon, ça c'est encore autre chose. Moi, je te parle vraiment de l'utilisation clavier-souris, voire manette, ou à 1 mètre, voire moins de votre écran, justement, entre là où vous êtes assis. Ouais, moi, là, par exemple, je dois avoir 70 cm entre mon écran et moi. Un écran 32 pouces va vraiment être trop grand, vous allez avoir des informations, vous allez vraiment devoir pivoter la tête, ça peut vous fatiguer la nuque. Vous allez quand même vous prendre un ensemble d'informations considérables à gérer. Je ne peux que vous le déconseiller, le 32 pouces. Alors oui, vous allez avoir des rendus visuels magnifiques et une belle superficie, comme une télé. Mais c'est comme, est-ce que vous avez envie d'être collé à votre télé? Généralement, la réponse est non. C'est donc pour ça que je vous déconseille le 32 pouces. Encore une fois, en 16/9, parce que vous allez voir que je vais vous recommander le 34 pouces. Mais en ultra wide, et ça fait toute la différence. J'y arrive dans un instant. Donc voilà les tailles d'écran. 24, 27, 32 pour le 16/9, c'est à peu près ce qui va être le plus régulier. À vous de voir quel profil de joueur vous êtes pour vous y repérer. Maintenant, passons donc à la résolution. La résolution, c'est quoi? C'est le nombre de pixels que votre écran va pouvoir afficher. Une résolution classique, donc toujours avec un ratio de 16/9, ce qu'on appelle le Full HD, c'est donc 1920 par 1080 pixels. Au-dessus, vous avez donc le QHD,
également appelée donc 2K, 2560 par 1440 pixels, et enfin la 4K ou UHD de 3860 par 2160 pixels. En gros, c'est 100% plus de pixels que le Full HD. À quoi sert la résolution? La résolution, c'est tout bête. Plus vous êtes pixels, plus c'est beau. C'est simple. Plus c'est net, plus c'est détaillé, plus c'est poussé. Rajoutez les pixels pour aller encore plus loin dans la netteté et la beauté de vos jeux. Ça paraît bien, aller comme ça. Donc vous allez dire, attends, il me faut impérativement un max de pixels. Eh bien, oui et non. Déjà, parce que bon, le Full HD, c'est bien en 24 pouces, en 27 pouces, ça se sent déjà un peu plus. Plus votre écran augmente, plus les pixels vont se voir. Donc il est bien de monter dans des résolutions supérieures. Le problème, c'est que les résolutions supérieures vont pomper un max plus sur votre carte graphique. Plus vous êtes pixels, plus le flux vidéo à générer par votre carte graphique est conséquent. Donc plus elle va bosser, et elle sera peut-être pas forcément adaptée. Même si aujourd'hui, des cartes graphiques, par exemple, comme là, l'équivalent des 3060 Ti ou autres, font des merveilles pour du 1440p, au-delà, c'est bien compliqué. Donc Full HD, plutôt adapté à du 24, bon, voire 27 pouces, par exemple, avec certains écrans à haute fréquence, comme certains écrans à haute fréquence, mais bon, globalement, je ne peux que vous conseiller, quand vous êtes en 27 pouces, de plutôt partir sur du 1440p, et toujours, bien sûr, si vous avez une carte graphique adaptée. Et la fameuse 4K, alors. La 4K, c'est compliqué. Pourquoi? Aujourd'hui, des écrans 4K en 27 pouces, ça vaut le coup, mais c'est pas si pertinent que ça. Vous allez voir une différence, pas de souci, mais la 4K, vous allez surtout sentir sur des écrans de plus grande dimension. Comme des écrans ultra-wide, on y arrivera après, ou surtout vos télés, en fait. Je dis pas que la 4K est une mauvaise chose, loin de moi l'idée, et ce sera très certainement, d'ici quelques années, une norme, c'est un bien grand terme, mais ça va se démocratiser de plus en plus. Avec les nouvelles cartes graphiques, on peut maintenant aujourd'hui faire tourner la majorité des jeux dans un 4K à 60 FPS de grande qualité. De là à dire qu'aujourd'hui vous devez vous précipiter pour acheter un écran 4K, ça reste encore très cher pour ce que c'est, pour avoir de bons écrans. On est généralement sur des écrans pour les gaming qui sont au-delà de 400, 500, 600 euros. Pour vraiment des bons écrans, je parle d'un gaming, avec les technologies qui vont avec. Résultat, est-ce qu'un écran 4K et un jeu en 4K apportent une qualité supérieure? Oui, évidemment, ça peut même, sur certains jeux, ça peut être magnifique. Tous les jeux ne sont pas égaux vis-à-vis de la montée en pixels. Vous avez des jeux sur lesquels ça va juste être un peu plus net, et d'autres jeux qui vont être complètement transcendés visuellement, et je pèse mes mots. Je pense par exemple à New World, Monster Hunter World, Wolcen ou autres, qui par exemple, plus vous allez monter en pixels, plus vont gagner en netteté et se présenter sous leur meilleur jour. Un jeu par exemple comme Assassin's Creed Odyssey, je l'ai testé dans différentes résolutions, oui c'est plus joli, mais ça ne saute pas aux yeux, vous voyez, c'est pas aussi marquant. Donc la montée en résolution a un impact, si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir, mais comprenez bien qu'une très grosse résolution sur un petit écran, ça n'a aucun intérêt, et que vous devez toujours trouver des choses qui répondent à vos besoins. Pareil, si vous êtes un joueur compétitif, restez en Full HD. Le 1440p se fait sans problème avec le 144 Hz, j'y arrive dans un instant. Généralement, si vous voulez du compétitif, vous allez rester en Full HD et monter à 200, à une fréquence de plus de 200 ou 300 Hz. Et la 4K, évidemment, si vous voulez du compétitif et de la 4K, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est compétitif. Maintenant, parlons de ces fameux Hertz. Qu'est-ce que c'est? Alors là, déjà, on va mettre fin à une grande légende urbaine. Oh oui, l'œil humain peut voir au-delà de 24 images par seconde. Selon un article, vous pouvez, lien dans la description comme toujours, de E-Tech, vous pouvez voir que l'œil humain, en fait, on serait plutôt proche, c'est une estimation, c'est compliqué de savoir exactement, des 2000 images par seconde. Donc à quoi sert cette montée en framerate? Tout simplement, en fait, à se rapprocher de la fluidité que nos yeux sont capables de percevoir. De la fluidité, en fait, qu'on a IRL, dans la vie de tous les jours, quand on voit les choses en mouvement dans la vie de tous les jours. Dans le jeu vidéo, augmentez votre fluidité, 30 images par 30, 60, 144 et autres, vous rapprochera toujours de cette fluidité parfaite que l'œil humain est capable de percevoir. Alors maintenant, quid de la fréquence? Eh bien, en fait, la fréquence de votre écran, c'est tout simplement le nombre de FPS maximal qu'il sera capable de vous retransmettre. Imaginez que votre jeu, on va prendre un jeu comme Counter-Strike, il peut tourner à des FPS incroyables, 300, 400, 500, avec une bonne config, jusqu'à 500 images par seconde plus. Sauf qu'il n'y a pas d'écran qui peuvent le faire tourner à 500 images par seconde plus. Les meilleurs écrans à ma connaissance sont des écrans à 360 Hz. Donc le but, ça sera de bloquer le jeu à la fréquence de votre écran, pour que le jeu tourne donc à 360 images par seconde, et que votre écran soit donc capable de vous les renvoyer. N'oubliez pas que tout marche ensemble. N'oubliez pas que pour afficher le framerate réel, donc que votre écran et votre carte graphique est capable de faire, vous avez 3 choses à faire. La première, sur votre écran de manière manuelle, vérifiez que votre écran est bel et bien au framerate la fréquence que vous voulez avoir. À
Par exemple, sur mon écran Asus, je peux monter jusqu'à 280 Hz, mais je peux aussi le bloquer par exemple à 144. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ne tourneront juste pas en fait en 280+. Vous n'allez pas faire tourner Assassin's Creed Odyssey ou Valhalla à 200 images par seconde plus, ce n'est juste pas possible. Donc vous allez déjà devoir le régler manuellement sur votre écran. Ensuite, le point d'après, c'est dans vos paramètres NVIDIA ou équivalent AMD. Eh bien, vous allez aller dans le panneau de configuration NVIDIA, dans un petit panel, et là vous pouvez voir en fait, comme sur le screenshot présent, il faut impérativement, donc avec la résolution choisie, activer le nombre de FPS. Sinon, en fait, votre jeu peut toujours tourner à 200-300 FPS, mais votre écran vous les renverra toujours pas. C'est-à-dire que si votre jeu est à 200 images par seconde, vous avez réglé manuellement votre écran à, admettons, 200 images par seconde, si vous ne l'avez pas fait dans le paramètre, dans le panneau NVIDIA ou AMD, ça ne marchera pas. Vous serez bloqué en fait le truc par défaut qui est généralement 60 Hz, donc 60 images par seconde. Et ce n'est qu'après avoir fait ces trois choses que là vous aurez bel et bien le nombre d'images voulues qui s'affichera réellement sous vos yeux. Tous les jeux ne sont pas capables d'exploiter le même framerate. Beaucoup de jeux sont juste parfaits en 60 images par seconde. Je suis récemment par exemple en train de faire Ghost of Tsushima, un jeu d'action-aventure, il tourne parfaitement en 60 images par seconde. C'est d'ailleurs une upgrade de la PS4 à la PS5. La majorité des jeux aujourd'hui, pour beaucoup de joueurs, 60 images par seconde est juste parfait. On sent effectivement la différence, on sent beaucoup de différence quand on passe du 30 à 60. Pareil, vous pouvez le voir avec les petits gifs, quand vous passez de 60 à 144, c'est également un nouveau gros pic. Pour le coup, pour avoir testé de 144 à 240, je sens encore une différence, mais le problème c'est que tellement peu de jeux l'exploitent, j'ai pu le tester par exemple sur des jeux comme League of Legends ou autres, c'est pas pertinent, je joue pas des FPS moi-même, donc j'ai pas pu trop le tester. Mais c'est vrai que sur LoL, c'était pas flagrant. Par contre, de 60 à 144, c'est complètement le jour et la nuit. Encore faut-il bien penser à tout activer en termes d'options. Maintenant, parlons des dalles. Alors, je parle pas de vos dalles devant votre maison, je parle bien sûr de la dalle de votre écran. IPS, VA, TN, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par la dalle, qui est une des dalles les plus connues, mais qui est maintenant de plus en plus en voie de disparition, la dalle TN. La dalle TN a été utilisée pendant des années et des années, notamment pour les montées en fréquence, parce que c'était une dalle peu chère à créer, facile à exploiter, et sur lequel vous pouviez monter en fluidité sans trop de problèmes, sans surcoût. Résultat, les dalles TN ont rapidement en fait vu le jour, ont été les premières à proposer du framerate allant au-delà de 200 Hz, parce que c'était un excellent rapport qualité-prix. Alors quel est le problème des dalles TN? La colorimétrie. Les couleurs sont dégueulasses. Mais bon, c'est gris. C'est-à-dire que le blanc n'est pas vraiment blanc, le noir est gris, tout c'est... Alors c'est pas non plus un film en mode Charlie Chaplin, mais vous comparez ça à des dalles VA ou les dalles IPS avec une magnifique colorimétrie, les dalles TN en fait font pas le figure. Ça reste une dalle vraiment pas chère. Vous allez actuellement avoir des écrans qui peuvent monter à des trucs en termes de framerate incroyables et qui peuvent être parfaits pour les joueurs compétitifs qui s'en foutent de ce à quoi ressemble leur jeu. Généralement, de toute façon, ils jouent en qualité minimale pour avoir le plus de framerate possible. Et voilà, les dalles TN sont aujourd'hui parfaites pour ces gens-là. Dès que vous voulez une expérience de jeu un peu plus poussée visuellement, oubliez le TN, ça sera en voie de disparition pour le grand public, ça sera vraiment laissé à une toute petite portion de joueurs compétitifs qui n'en ont juste rien à faire des couleurs et je ne peux que les comprendre, c'est pas leur but. Maintenant la dalle VA. Excellent rapport qualité-prix, de plus en plus répandu, c'est celle qui a le meilleur contraste. Les noirs sont vraiment bien noirs, le blanc est très blanc. Le souci c'est que c'est une dalle qui est polyvalente. Alors, depuis quand la polyvalence est un souci, je vais vous le dire. Pour les films et séries, ça fait un merveille d'enfer, sauf que vous n'allez pas avoir besoin des mêmes contrastes en regardant un film qu'en jouant à un jeu vidéo. Et résultat, dans certains jeux relativement sombres, vous allez être obligé de pousser pas mal la luminosité, ce qui va généralement dénaturer un peu le jeu, alors que d'autres dalles n'auraient pas ce problème. Donc la dalle VA, l'avantage c'est qu'elle propose de bonnes technologies généralement associées, des bons rapports qualité-prix en termes de taille, résolution, framerate, je sais comment vous comprenez tout maintenant, en faisant un taf d'enfer. Voilà, moi le VA, je l'utilise parfois en écran secondaire, et ça reste pour mon écran secondaire parce que c'est là où je vais mater mes films, séries, mes streams ou autres, et c'est parfait pour ça. En termes de jeu, ça fait aussi un taf d'enfer, n'hésitez pas à partir dessus, soyez juste conscient que pour certains jeux, encore une fois pas beaucoup de jeux, mais certains jeux très sombres, elle va plus ou moins bien le gérer. Enfin la dalle IPS, c'est tout simplement celle qui aura les couleurs les plus flatteuses, les plus brillantes, celle qui aura la colorimétrie la plus réussie. L'IPS en fait il y a encore quelques années était à des prix complètement débiles, incroyablement chers, et puis ça s'est démocratisé. Ils arrivent maintenant à travailler pour monter avec des framerates incroyables. Je possède moi-même un écran Asus qui est à 280 Hz sur une dalle IPS, qui coûte quand même 400 €, donc ça a quand même un coût.
quand on veut de la très haute fluidité en IPS, mais imaginez que certains écrans, je pense à certains écrans AOC qui sont les mieux vendus, que je crois que c'est le G2U de mémoire, qui vous avez des écrans à 24 ou 27 pouces, donc à 200 et 250 €, qui sont des écrans en Full HD, 144 Hz, et avec une dalle IPS, et compatible FreeSync et G-Sync. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Rassurez-vous, les Sync, c'est le dernier domaine. Vous avez aujourd'hui des dalles donc IPS ultra accessibles. Pour moi, l'IPS, c'est le meilleur compromis. Vous allez avoir de belles couleurs, que ce soit dans les films ou dans les jeux, une bonne fluidité, des choses quand même pas trop chères. Si vous êtes capable de mettre un peu plus de 200 € dans un écran, ça en vaut le coup. Ça sera super flatteur pour tout ce qui est les jeux de type RPG, Action RPG, MMORPG ou autres. Ça fait vraiment un gros boulot. Maintenant, on va parler des Sync. On va donc commencer par le G-Sync et le FreeSync parce que globalement, ils veulent le même principe. Je rappelle, on est dans la vulgarisation, donc je vais vraiment y aller au plus simple. Le but, éviter le tearing. Vous avez un petit exemple de tearing là. Globalement, vous avez parfois une barre où l'image en fait était décalée. Ça, c'était parfois un peu imperceptible, mais il y a une petite sensation de gêne. Et bien le FreeSync et le G-Sync, en gros, imaginez que vous avez un petit moteur, pour faire simple, à l'arrière de votre écran, qui va être entre votre écran et les informations que lui envoie votre carte graphique, et qui va en gros compenser les erreurs de votre carte graphique vis-à-vis du rafraîchissement de votre écran. Pour faire tout simple, ça reste fluide. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de petite barre ou autre qui apparaît, il n'y a pas l'écran qui se scinde ou autre. C'est là pour compenser les erreurs de votre carte graphique. FreeSync compatible avec les cartes graphiques AMD, G-Sync compatible avec les cartes graphiques Nvidia, jusqu'à là très bien. L'Adaptive Sync, c'est tout simplement en fait la version un peu open source de ça. AMD l'a utilisé pour son FreeSync et Nvidia les a rejoints, donc maintenant pour ça que vous avez des écrans qui sont à la fois compatibles, donc Adaptive Sync, qui sont compatibles FreeSync et G-Sync. En gros, peu importe que vous avez une carte graphique AMD ou Nvidia, vous pourrez bénéficier de la technologie. C'est des choses quand même relativement importantes à prendre en compte lors de l'achat d'un écran. Ça fait une différence. Imaginez en fait qu'avant ce qu'on avait c'était la V-Sync, en gros c'est la synchronisation verticale. Le but du jeu c'est d'empêcher les erreurs, mais c'est un vieux truc qui date des années des télé catholiques. Et justement ces nouveaux procédés permettent une meilleure fluidité, une meilleure compensation on va dire, des erreurs de la carte graphique vis-à-vis de votre écran. Enfin, le ratio. Qu'est-ce que c'est le ratio ? 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième. Pour faire simple, le ratio, ça va être la différence entre la largeur et la hauteur de votre écran. De base, tous les écrans sont en 16 neuvième. C'est le truc la plus grande norme pour les télés et autres. Avant, on avait les écrans en 4 tiers, si vous vous rappelez bien. Ce qui fait même d'ailleurs sur les écrans 16 neuvième, ça, il y a des barres noires et tout à droite et à gauche. Et donc le 16 neuvième, très bien. C'est là où vous avez les résolutions classiques, 1920 par 1080 et ainsi de suite. Mais parfois, vous allez voir des résolutions un peu plus étranges. Par exemple, pour le Full HD, la résolution 21 neuvième, ça va donc être 2500 et des brouettes par 1080p. La hauteur ne change pas, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on reste en 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième, etc. Modifier le ratio, généralement, ne va pas modifier la hauteur de votre écran, mais va modifier la largeur. Et en gros, c'est là que sont nés les écrans ultra-wide. Vous avez par exemple un des formats très utilisés, c'est le ratio 21 neuvième, avec des écrans ultra-wide de 29 ou 34 pouces, surtout le 34 pouces aujourd'hui qui domine, et qui se démarque totalement grâce aux écrans incurvés. Parce que 99% du temps, l'incurvé, c'est niet, ça sert à rien, c'est de la merde. Et pour les écrans ultra-wide, ça a du sens. Ça a même beaucoup de sens, je vous déconseille même d'en prendre un sans ça. Je vais vous dire pourquoi. Un écran ultra-wide, en gros, va essayer d'aller chercher, en fait, vous donner des informations sans que ça soit trop grand comme un 32 pouces, ok ? Ce qui est un 100 neuvième, c'est vraiment très grand. Un écran ultra-wide va élargir en fait, vous allez avoir plus d'informations à l'écran. Par exemple, une résolution classique, donc en 1440p d'ultra-wide, ça va être 3440 pixels par 1440. Donc en gros, imaginez que vous avez une certaine vision en jeu, avec un écran 16 neuvième, et bien si vous regardez sur un écran 21 neuvième, vous allez voir plus de choses. Vous n'allez pas avoir, c'est pas une question, vous allez avoir plus de pixels, vous en allez forcément aussi en avoir, mais vous allez surtout avoir plus de visibilité en jeu. Ça va rajouter à droite et à gauche ce que vous devriez voir. Admettons que par exemple, vous êtes dans un couloir, il y a des chandeliers à droite et à gauche du couloir. Sur un écran 16 neuvième, vous ne voyez que le couloir en face de vous. Sur un écran 21 neuvième, vous allez avoir les deux chandeliers à votre droite et à votre gauche sur votre vision périphérique. Et sur un écran encore plus loin, 32 neuvième, ce qui sont généralement les écrans 49 pouces comme le G9 de Samsung, le G9 Odyssey, je crois que c'est son nom. Vous allez imaginer voir qu'il y avait, en fait, il y a deux portes à droite et à gauche qui sont là. Là, vous avez les chandeliers. Attendez, là, il y a les portes. Là, vous avez les chandeliers. Et là, vous avez le couloir. Voilà l'intérêt. Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que c'est utile? Parce qu'on est là pour ça, comme dans cette vidéo. Eh bien, oui et non. Globalement, le 16 neuvième, ça fera le taf, c'est connu depuis des années, ça marchera très bien pour tout le monde. Quel est l'intérêt donc dans ce cas-là du 21 neuvième? Pour ma part, je trouve ça fantastique. Je ne suis pas un joueur compétitif. Aucun joueur compétitif prendra jamais un écran 21 neuvième. C'est vraiment là pour avoir plus d'immersion. C'est fantastique dans certains styles de jeu.
Je pense notamment à tout ce qui est jeux de voiture, simulation spatiale ou autre, c'est juste génial. Mais même dans des jeux style hack and slash, MMORPG ou autre, ça marche vraiment très très bien. De plus en plus de jeux sont compatibles, ça se démocratise bien le 21e. C'est pas encore 100% des jeux, mais ça marche de mieux en mieux. Pour ma part, j'adore. Pour vous donner une idée, si j'arrêtais de streamer demain, je rendrais mes deux écrans et je me prendrais instantanément un écran 3440 par 1440 pixels avec une DAL IPS, si vous avez bien suivi, et un rafraîchissement dans les 100 Hz. Ça coûte très cher par contre. On est sur des écrans qui peuvent facilement dépasser les 500, 600, ça peut même atteindre les 1000, 1500 € sans problème. Ça reste pour des gens assez extrêmes dans leur envie de configuration gamer. Mais pour des joueurs, pas des joueurs du dimanche, oui, mais des joueurs un peu exigeants et qui ont envie de se faire un beau plaisir visuel, l'écran en 21e, c'est fantastique. Le 32e, par contre, non. Je sais que des marketeurs de Samsung et tout ont essayé de vous le refourguer. Attention, je me parle pour le jeu vidéo. Je ne doute pas que dans tout un tas d'industries professionnelles, le 39e, ça fasse le taf. Là, on parle que d'écran pour le gaming. Alors, dans quelques situations de simulation de voitures très poussées, en mode Assetto Corsa ou autre, pour des gens qui ne font que ça, ça peut être top, le 39e. Ok, très bien. Encore plus, mais on va vraiment limite de la vision périphérique de l'homme. C'est-à-dire que le 29e, on va dire que vous êtes vraiment... vous avez quand même une vision avec... Vous êtes capable de traiter les informations. 39e, lui, va vraiment faire appel à complètement votre vision périphérique. Ça va être un grand écran incurvé devant vous. Ok ? Mais c'est-à-dire que vous n'allez pas être capable de les traiter les informations à droite et à gauche. Tout ce que vous allez être capable de faire, c'est de savoir qu'elles sont là. C'est pour plus d'immersion. Donc à part si vous êtes un fanat, 90% de votre temps, vous allez jouer à des jeux de voiture en mode simulation, et encore simulation spatiale, et encore je les conseille là-dessus. J'ai moi-même un gros joueur des Dangerous. Jamais c'est trop rang, 39e, je resterai toujours sur un 21e. Voilà. À vous de voir. Moi, je les conseille très très fortement pour 99,9% des joueurs. C'est pas des écrans de jeu. Quoi, peu importe ce que vous disent les marketeurs, il y a juste trop d'informations à traiter. On va s'y perdre. Le 29e fait le taf et le 16e reste fantastique pour la majorité du temps. Donc pour ceux qui se posent la question, quid des écrans incurvés, ça n'a quasiment aucun intérêt sur pratiquement toutes les tailles d'écran, 27 pouces, 32 pouces ou autre. Par contre, sur un écran ultra wide, prenez-le en incurvé. Ça vous ramène justement la vision vers vous. C'est génial. Donc en gros, logiquement, maintenant vous avez toutes les informations à votre disposition, selon quel profil de joueur vous êtes, que ce soit les joueurs de FPS, de jeux compétitifs, de MMO, de hack and slash, d'action RPG, de RTS ou autre. Vous avez toutes les informations à votre disposition. Un écran, c'est super important. Choisissez-le avec soin, n'hésitez pas à prendre le temps de bien choisir, de penser qu'il doit être en corrélation avec le reste de votre ordinateur. Ça sert à rien de prendre un écran 4K avec une carte graphique à 200 balles, comme c'est complètement dommage de prendre un écran à 150 balles avec un PC à 3000 balles. Faites ça avec du bon sens et avec de la cohérence. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo de vulgarisation sur les écrans et à très bientôt pour un nouvel épisode.